Après des années de mariage, j'ai découvert que mon mari était au chômage et qu'il avait dépensé toutes nos économies. Lorsque je l'ai confronté, j'avais du mal à croire ce que j'apprenais. Moi, Lucie, j'ai toujours vécu en croyant que la base de notre relation reposait sur une confiance mutuelle, une transparence totale et un véritable partenariat, où les rêves étaient bâtis sur des fondations solides et où la sécurité se dessinait à travers une planification financière partagée. Pendant de nombreuses années, je me suis fait l'illusion d'une stabilité rassurante, fondée sur un budget méticuleusement établi et des projets d'avenir qui semblaient toujours promettre la prospérité, jusqu'au jour où, un après-midi, qui s'annonçait comme tant d'autres, j'ai décidé de revoir nos finances et de classer les reçus que je gardais précieusement. En le faisant, j'ai découvert des anomalies et de petits écarts qui, au début, auraient pu être ignorés. Néanmoins, en additionnant chaque irrégularité, une divergence alarmante s'est révélée, indiquant que le budget que nous avions construit ensemble était sérieusement compromis. Au début, le choc et l'incrédulité m'ont envahi. Mon cœur battait la chamade, alors que je tentais de trouver une explication logique à ce qui ressemblait à un gouffre dans nos économies. Mes souvenirs se sont immédiatement emplis de doutes et de méfiance. Comment l'homme avec qui je partageais rêves et réussites avait-il pu cacher quelque chose d'aussi grave? Dans un mélange d'angoisse et de colère contenue, les réminiscences de dîners au sourire forcé, de regards fuyants et de ces conversations rapides où, en passant, il évoquait des soucis au travail, toujours en partant avec l'excuse que tout s'arrangerait bientôt, prenaient une toute nouvelle signification. La sensation de trahison se confirmait à chaque chiffre vérifié, à chaque page d'extrait bancaire feuilleté, et le silence intérieur devenait l'expression évidente d'une déception écrasante. Rassemblant tout mon courage, j'ai décidé de le confronter. Dans le cadre frais du salon, document en main et le cœur serré, j'ai affronté Richard, l'homme que je pensais connaître parfaitement. La conversation, qui avait débuté avec la délicatesse que je jugeais indispensable en temps de crise, s'est rapidement transformée en un tourbillon d'accusations et de larmes. Sous la chaleur de cet affrontement, Richard, le visage marqué par la peur et la honte, m'a révélé ce que je redoutais le plus. En plus d'avoir perdu son emploi, par orgueil et par crainte de montrer sa vulnérabilité, il avait choisi de dissimuler la nouvelle et de puiser dans nos économies pour maintenir les apparences et régler des dettes accumulées. Son explication, teintée d'un ton résigné et d'essais de justification, n'a pu dissiper la sensation écrasante de trahison, ni atténuer l'angoisse de voir l'homme avec qui j'avais partagé tant de rêves se transformer devant mes yeux. « Et tu pensais vraiment que je ne finirais pas par le découvrir ?» lui ai-je demandé, avec un rire en coin masquant la douleur lancinante qui me transperçait la poitrine. « Quel plan financier merveilleux tu as imaginé, Richard. Dépenser toutes nos économies accumulées pendant des années et m'avertir, lorsque plus rien ne resterait. Quelle stratégie brillante. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Je comptais te le dire, Lucie. J'attendais juste le bon moment. »« Le bon moment ?» répliquai-je, le goût amer de la déception en bouche. « Peut-être quand nous vivrons sous un pont ? Ou quand la banque viendra saisir notre maison ? Ce serait alors le moment parfait, n'est-ce pas ?» Les jours qui suivirent cet affrontement furent marqués par une introspection douloureuse. J'ai passé de longues heures à revoir chaque document et chaque transaction, tentant de comprendre si, au-delà du revers financier, une dynamique de communication et de pouvoir avait permis à des secrets aussi profonds de s'installer dans notre quotidien. Je me rappelais avec amertume des moments de mon enfance où j'avais appris, de manière imparfaite, la valeur de l'honnêteté et de l'effort, ressentant une étrange affinité avec les silences et omissions qui désormais imprégnaient mon propre foyer. Je me souvenais de ma mère, toujours à compter chaque centime, pendant que mon père dépensait sans retenue, la laissant constamment dans l'angoisse de savoir si nous parviendrions à boucler le mois. Je m'étais juré, alors adolescente, que je ne reproduirais jamais ce schéma. Et me voilà, revivant le même scénario, comme si des décennies de détermination à construire quelque chose de différent avaient été vaines. Les dîners, autrefois remplis de conversations légères et de gestes d'affection, étaient devenus de véritables champs de mine, où chaque mot non prononcé portait le poids d'années de négligence et de l'incapacité à aborder ouvertement nos difficultés. Le silence à table était devenu assourdissant. Richard peinait à soutenir mon regard,
tandis que je gardais un visage impassible, calculant mentalement chaque centime restant et les dettes à affronter. « Tu as bien mangé ?» demandai-je une soirée, brisant le silence d'une cordialité feinte. « Savoure chaque bouchée. Après tout, ce plat a coûté environ 5% de nos économies. Une véritable aubaine pour notre situation, tu ne trouves pas ?» Richard s'étouffa avec l'eau qu'il buvait. Je continuai, impitoyable. « Si nous continuons à ce rythme, il ne nous restera que 20 dîners avant de devoir vendre nos couverts. Peut-être devrions-nous déjà apprendre à manger avec nos mains pour nous y habituer. » À partir de ce moment, je compris qu'il fallait amorcer une transformation, non seulement pour réparer le budget dilapidé, mais pour retrouver cette identité que j'avais perdue. Je réalisais que le véritable changement ne résidait pas seulement dans l'exposition des erreurs de Richard, mais dans la réévaluation du rôle de nos insécurités et de la peur de reconnaître nos faiblesses, qui avait favorisé l'enracinement de ses secrets. Dans les semaines qui suivirent, je revis les souvenirs de mon enfance qui pouvaient expliquer pourquoi j'étais devenue si dépendante de cette fausse sécurité. Je me rappelais de mon père, homme taciturne, rarement émotif, mais qui veillait toujours à ce que rien ne nous manque. En tant qu'unique fille, j'avais grandi en croyant que l'amour se manifestait par la sécurité matérielle, et que remettre en question les finances familiales équivalait à briser un pacte tacite. Ma mère, qui gérait les ressources rapportées à la maison, n'osait jamais questionner l'origine de l'argent ni sa provenance. Cette dynamique, dont j'avais été témoin durant mes années formatrices, avait sans doute façonné ma propension à faire confiance aveuglément à Richard. « Tu es comme ta mère », me dit un jour Richard, sur un ton qui se voulait flatteur, alors que je préparais un dîner économique lors de notre première année de mariage. À l'époque, j'avais accueilli cette remarque comme un compliment. Aujourd'hui, elle résonnait en moi comme un présage que je n'avais su interpréter. Un après-midi, alors que Richard se trouvait dehors, soi-disant à la recherche d'un emploi, je m'installai avec une tasse de thé et un carnet vierge. Froidement, je me mis à lister tous nos biens, nos factures, nos dettes et les sources de revenus potentiels. Ce fut un véritable réveil à la dure réalité, mais aussi un aperçu de ma propre force. À cet instant, j'ai décidé que je ne serais plus l'épouse passive qui faisait confiance aveuglément à un mari pourvoyeur. Je serais la femme qui, face à la crise, prendrait les rênes de la situation. La liste était désolante. Notre appartement, encore financé pour 15 ans de plus, représentait une dette considérable. La voiture, achetée en crédit 2 ans auparavant, exigeait encore des paiements mensuels importants. Les cartes de crédit, gérées par Richard, étaient quasiment à leur limite. Les économies, fruits de sacrifices et de projets mis en suspens pendant des années, avaient pratiquement disparu. Mais il y avait aussi des atouts. Mes compétences en gestion et en finance, développées en administrant notre foyer, pouvaient être valorisées sur le marché. L'appartement, malgré les dettes, avait pris de la valeur. Quelques investissements modestes demeuraient intacts, probablement parce que Richard n'y avait pas eu accès. Par moments, ce qui semblait n'être qu'un revers de marché se transformait en symbole de toutes ces conversations retardées, de tous les signes ignorés, et même des dîners romantiques remplacés par le silence de mes notes nocturnes. La blessure de la trahison continuait de saigner, mais chaque jour, le sang laissait place à une détermination froide et calculée, celle d'une femme qui ne se laisserait plus duper. C'est lors des mardis et jeudis, jours que je réservais, jadis pour célébrer notre union avec des dîners spéciaux, que je commençais à tenir, dans un journal intime et confidentiel, le récit de cette découverte dévastatrice et de la douloureuse marche vers ma propre réaffirmation. Chaque ligne écrite était une promesse faite à moi-même de ne plus permettre que la trahison et l'indifférence ne corrompent ce que j'étais. Aujourd'hui, Richard est arrivé tout enthousiaste, me disant qu'il avait 2 entretiens d'embauche prévus. Écrivis-je sur une page. Il voulait que je me réjouisse avec lui, comme si la simple possibilité de trouver un travail effaçait des mois de mensonges. J'ai servi un verre de vin et répondu que j'étais contente pour lui, tout en calculant intérieurement le temps qu'il nous faudrait pour récupérer ce que nous avions perdu, si tant est que nous le récupérions un jour. Parallèlement, il semblait que chaque page renforçait l'importance de se regarder en face et de reconstruire, en pleine conscience, ma propre identité, loin des illusions de sécurité que notre relation avait instaurées. Lors d'une nuit d'insomnie, je décidai de reprendre des rêves que j'avais abandonnés au nom de notre partenariat.
la licence en administration, interrompue lors de ma dernière année pour nous permettre d'acheter notre maison, celle qui, désormais, était menacée, pourrait être achevée. Le poste supérieur que j'avais refusé pour ne pas compromettre la carrière de Richard pouvait encore se présenter. Le lendemain, je passai un coup de fil qui allait changer le cours de mon histoire. Mon ancienne patronne, Monique, fut surprise de mon contact après tant d'années. Je lui exposai, de façon concise et sans drame, ma situation. La fermeté dans ma voix l'impressionna au point qu'elle me proposa un entretien pour un poste qui ouvrirait le mois suivant. En raccrochant, je ressentis une étrange mixture de peur et d'exaltation. C'était le premier pas concret vers mon indépendance. « J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine », annonçai-je à Richard au petit déjeuner, avec la même naturelle que je commenterais la météo. Son visage trahissait la surprise, et l'espace d'un instant, un semblant de soulagement. « C'est formidable, Lucie. Où cela ? À la Riviera du Commerce. Tu t'en souviens ? C'était là que je travaillais avant notre mariage, et toi insistant que ton salaire suffisait pour nous deux. » Le silence qui suivit en disait long. Au moment où j'ai affronté la vérité, j'ai compris que surmonter cette épreuve ne consistait pas uniquement à récupérer ce qui avait été perdu financièrement, mais à retrouver cette force intérieure qui m'avait été niée. J'ai compris que la vulnérabilité, souvent dissimulée et redoutée, devait être acceptée comme une part essentielle de la condition humaine, une étape cruciale pour reconstruire des relations et surtout pour retrouver mon autonomie personnelle. L'entretien fut une réussite. Monique ne se contenta pas de m'offrir le poste. Elle me proposa même un salaire supérieur à mes espérances. Sur le chemin du retour, je fis une pause dans un café et me permis de célébrer seule cette victoire. Je commandai un espresso et une part de tarte que j'aurais normalement considérée comme un luxe inutile. En savourant chaque bouchée, je calculais mentalement le temps qu'il me faudrait pour stabiliser nos finances avec mon nouveau salaire. La perspective n'était pas des plus réjouissantes, mais pour la première fois depuis des semaines, je vis une lueur d'espoir, une lumière que j'allumais moi-même. Richard accueillit la nouvelle de mon nouvel emploi avec un enthousiasme mêlé d'un orgueil meurtri. Ce n'est que temporaire, se justifia-t-il, essayant de se convaincre autant que moi. Dès que je trouverai mieux, tu pourras redevenir celle qui se consacre entièrement à la maison. Je souris, sans dévoiler mes réserves. Non, Richard, ce n'est pas temporaire. Et je ne retournerai pas à me consacrer à la maison, comme tu dis. J'ai compris que me dédier uniquement à notre foyer fut une erreur que je ne compte pas répéter. La découverte de cette trahison, bien que dévastatrice, a allumé en moi une flamme de détermination qui transforma la douleur en une opportunité de changement profond et de maturité. Dans les semaines qui suivirent, j'élaborai un nouveau budget familial, où chaque dépense était minutieusement consignée et discutée. Richard, d'abord réticent, finit par comprendre qu'il n'avait pas d'autre choix que de participer à ce nouveau système. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque je lui montrai, avec des chiffres précis, le temps nécessaire pour récupérer ce qu'il avait dilapidé. 7 ans, dis-je calmement, observant sa réaction. Si nous maintenons cette discipline financière et que rien d'inattendu ne survient, en 7 ans nous serons revenus au point de départ, avant que tu ne décides de jouer à cache-cache avec nos économies. 7 ans, c'est trop. Long, murmura-t-il. 7 ans, c'est exactement le temps qu'il nous a fallu pour construire ce que tu as détruit en quelques mois, répliquai-je en fermant la feuille de calcul d'un geste définitif. Considère cela comme une leçon sur la valeur du temps et de l'honnêteté. Avec mon nouveau travail, j'instaurai une routine stricte. Je me levais à 5 heures, du matin, préparais le café, organisais la maison, puis prenais le chemin du bureau. Au début, la fatigue semblait insupportable, mais une satisfaction discrète naissait en voyant mon compte en banque reprendre petit à petit du terrain. Richard, après 3 mois de recherche, finit par trouver un emploi, pas aussi prestigieux qu'avant, mais suffisant pour contribuer significativement à notre redressement financier. Un dimanche matin, alors que nous prenions notre café, sur le balcon, habitude que nous entretenions depuis le début du mariage, Richard tenta une approche plus intime. Sa main chercha la mienne sur la table, et ses yeux implorèrent un pardon que je n'étais pas encore prête à accorder. « Penses-tu vraiment que nous pourrons un jour surmonter cela ?» demanda-t-il, un soupçon d'espoir dans la voix. Je réfléchis quelques instants avant de répondre. Je ne sais pas si « surmonter » est le terme adéquat, Richard. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais j'apprends à vivre avec cette nouvelle réalité, avec cette version de nous.
Et cette nouvelle version, a-t-elle encore une place pour nous deux ? Je regardais l'horizon, où le soleil commençait à se lever, ressentant une sérénité contrastant avec le tumulte émotionnel des derniers mois. Cela dépendra davantage de toi que de moi. Je ne suis plus la femme que tu connaissais, celle qui avait confiance aveugle et acceptait d'être maintenue dans l'ignorance pour me protéger. Si tu veux continuer à mes côtés, tu devras accepter cette nouvelle Lucie, plus forte, plus exigeante et bien moins tolérante face aux mensonges. Richard acquiesça, l'expression mêlant respect et appréhension. Je compris alors qu'il commençait enfin à saisir l'ampleur de la transformation que j'avais vécue. Il ne s'agissait pas seulement de finances retrouvées ou d'un nouvel emploi. C'était bien plus, une femme qui avait pris conscience de sa propre valeur et qui ne se laisserait plus jamais tromper. Avec les documents et relevés réexaminés, je réalisais que cet après-midi fatidique n'avait pas marqué la fin de notre histoire, mais le début d'un processus de transformation où j'apprenais que la véritable sécurité ne réside pas dans l'illusion de la stabilité, mais dans la capacité à affronter la réalité, aussi dure soit-elle. 6 mois après cette découverte, je célébrais ma première promotion. L'équipe, qui m'avait d'abord accueilli avec scepticisme, me voyait désormais comme un maillon essentiel. Ironiquement, mon expérience en gestion domestique s'était avérée être un atout précieux dans la conduite de projet. Alors que j'organisais une discrète célébration avec mes collègues après le travail, je reçus un message de Richard. « Félicitations pour ta promotion. Tu le mérites. » La simplicité de ces mots contrastait avec la complexité des émotions qu'ils éveillaient en moi. Ce soir-là, je rentrais chez moi plus tard que d'habitude. Richard m'attendait avec un dîner préparé. Pas un festin, mais quelque chose de simple et minutieusement concocté. Je remarquai que la table était dressée avec soin. Serviettes pliées, verres étincelants, et même une petite fleur dans un vase improvisé. « Tu n'avais pas besoin de faire ça », commentai-je en posant mon sac sur le canapé. « Jean avait envie », répondit-il. « Je suis fier de toi, Lucie, et honteux de moi-même. » Je m'installai à table, plus par courtoisie que par envie de partager ce moment. Alors que nous dînions dans un silence ponctué de commentaires anodins, sur la journée, je réalisais que le chemin était encore long. La blessure ne guérirait peut-être jamais complètement, mais le saignement s'était arrêté. « Comment avance ton nouveau projet au travail ?» demanda Richard, sincèrement intéressé. « Difficile, » répondis-je, m'autorisant à entrer dans quelques détails techniques qu'autrefois je considérais ennuyeux pour lui. À ma grande surprise, il posa des questions pertinentes, témoignant d'un intérêt que je ne lui avais jamais vu auparavant. À la fin du repas, alors qu'il servait un petit verre de vin pour chacun de nous, je demandai ce qu'il voulait. Vraiment savoir. « Pourquoi, Richard ? Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance dès le début ?» Il serra son verre fermement, comme s'il cherchait un soutien dans cet objet. « La peur, » finit-il par admettre. La peur d'échouer en tant qu'homme, en tant que pourvoyeur. La peur de voir la déception dans tes yeux. Et cette peur m'a conduit à commettre le pire des erreurs. Je hochai la tête, sans offrir le réconfort qu'il cherchait manifestement. L'erreur n'a pas été de perdre ton emploi, Richard. L'erreur a été de briser la confiance que nous avions bâtie pendant des années. Voilà la véritable perte que nous devons affronter. Dans les mois qui suivirent, nous établîmes une nouvelle dynamique. Les décisions financières se prenaient désormais ensemble, en toute transparence. J'ai mis en place un système de suivi où chaque dépense était enregistrée et discutée chaque semaine. Richard, d'abord mal à l'aise devant ce niveau de contrôle, finit par apprécier la clarté que cela apportait. Il n'y avait plus de suppositions ni d'attentes implicites. Tout était mis à nu, pour le meilleur ou pour le pire. Lors d'une de ces réunions financières, après avoir complété 1 an depuis cette découverte qui avait ébranlé notre mariage, Richard me surprit avec une proposition. J'ai pensé à reprendre mes études. Il existe une formation technique qui pourrait améliorer mes perspectives. Sur le marché, j'examinais rapidement notre budget. C'est faisable, à condition d'ajuster un peu nos dépenses de loisirs. Quel est le coût exact ? Il me tendit un dépliant détaillant le programme et son plan de terre. Paiement élaboré. Je reconnus à cet instant un effort sincère d'adaptation à notre nouvelle réalité. Nous intégrerons cela dans le budget du mois prochain, répondis-je, avec une pointe de fierté face à son initiative. Un samedi matin, alors que j'organisais des documents dans mon bureau aménagé à la maison, je découvris une boîte ancienne renfermant des photographies de nos débuts. Je m'attardai sur une image particulière. Notre premier appartement, minuscule et
modeste, où tout tenait dans quelques meubles multifonctionnels. Je me rappelais avec nostalgie de notre bonheur avec si peu, de nos rêves qui semblaient réalisables malgré tous les obstacles. Cet après-midi-là, j'invitai Richard à une promenade. Sans itinéraire précis, nous marchâmes côte à côte dans le quartier, observant les maisons, les jardins et les enfants jouant dans les rues pavées. À un moment donné, sans plan préétabli, je pris sa main. Il me regarda, surpris, puis la serra doucement, avec une délicatesse presque révérencieuse. J'ai réfléchi, dis-je en rompant le silence. Peut-être est-il temps de songer à vendre la maison. Richard s'arrêta net. Vendre la maison ? Mais après tous nos efforts, la maison est devenue le symbole de ce que nous avons perdu, Richard. Chaque pièce me rappelle des promesses brisées et des espoirs déçus. Un nouveau départ exige parfois un nouvel environnement, un lieu que nous construirions ensemble à partir de zéro, en tirant les leçons apprises. Il resta silencieux un instant avant de répondre. Si c'est ce que tu souhaites, nous pourrons explorer des options. Ce n'est pas une question de ce que je veux, corrigeai-je, c'est ce dont nous avons besoin pour reconstruire. Non seulement nos finances, mais notre confiance. Un espace dépourvu de souvenirs douloureux, où chaque réussite serait véritablement partagée. Les mois suivants furent de consacrer à préparer la maison pour la vente. À chaque objet emballé, à chaque souvenir revisité, j'avais l'impression que nous ne faisions pas qu'organiser nos biens matériels, mais que nous dressions l'inventaire émotionnel de notre relation. Certaines choses méritaient d'être gardées, d'autres de disparaître pour que nous puissions avancer. La maison fut vendue à un prix convenable, pas aussi élevé que nous l'aurions souhaité, mais suffisant pour solder les dettes restantes et constituer l'apport pour un appartement plus modeste, situé à proximité de mon travail. Le déménagement fut épuisant, mais il y avait dans ce renouveau une sensation de liberté, de recommencer avec moins de fardeau et plus de clarté sur ce qui comptait réellement. La première nuit dans notre nouveau logement, nous nous sommes assis par terre dans le salon vide, partageant une pizza simple et une bouteille de vin bon marché. Richard leva son verre improvisé en un toast silencieux et je répondis en mimant le geste. Il n'était pas besoin de mots grandiloquents, ni de promesses extravagantes. Nous partagions une compréhension tacite du chemin parcouru et de celui qui nous attendait. Aujourd'hui, je, Lucie, embrasse cette nouvelle ère où chaque défi est une leçon et où le recouvrement de mon identité est devenu le fondement pour reconstruire une vie fondée sur l'authenticité et le courage d'être vraiment moi-même. Le poids de la trahison se fait encore sentir par moments. Un relevé bancaire, une conversation sur l'avenir, un commentaire sur la sécurité financière. Mais je refuse désormais que ce fardeau me définisse. Richard demeure à mes côtés, non plus comme le pourvoyeur en qui j'avais placé une confiance aveugle, mais comme un partenaire qui commet des erreurs, apprend et s'efforce de réparer ce qui a été brisé. Je ne suis plus la même femme. La douleur m'a transformée, renforcée, et m'a appris à valoriser mon indépendance, bien au-delà d'un quelconque rapport. Je tiens toujours mon journal, celui que j'ai entamé lors de mes mardis et jeudis de désespoir, mais ces pages racontent désormais une autre histoire. Elles ne relèvent plus de l'angoisse, mais des réflexions d'une femme qui a découvert, au cœur de l'adversité, sa véritable essence. À chaque entrée, je célèbre de petites victoires. Un projet réussi au travail, une conversation sincère avec Richard, une décision financière judicieuse. Je n'aurais jamais imaginé que la pire crise de notre mariage deviendrait le tournant de ma vie, écrivis-je récemment. Une part de moi garde encore la rancœur de la manière dont tout s'est déroulé, mais je ne peux nier que, sans cette douleur, je n'aurais sans doute jamais découvert ma propre force. Dans notre nouvel appartement, j'ai aménagé un petit bureau rien qu'à moi. Un espace sacré où je planifie ma carrière, organise nos finances et parfois laisse libre cours à des rêves autrefois inaccessibles. Richard respecte ce sanctuaire, n'y entrant jamais sans invitation, comprenant l'importance de ces 4 murs pour ma nouvelle autonomie. Le jour de l'anniversaire des 2 ans de cette découverte, j'ai reçu ma seconde promotion. Cette fois, la célébration fut différente. J'ai laissé Richard organiser un dîner spécial, accepter son cadeau, un collier discret, acheté avec des économies qu'il avait réalisées au fil des mois, et surtout, j'ai su exprimer ma gratitude pour son soutien. « Continuerais-tu à mes côtés si je n'avais pas changé ?» me demanda-t-il lors du dîner, abordant une question qui planait entre nous depuis longtemps. Je réfléchis profondément avant de répondre.
Probablement pas, mais l'essentiel, Richard, c'est que je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui si tu ne m'avais pas forcée à affronter cette crise. D'une certaine manière, je te dois une part de ce que je suis devenue. Il hocha la tête, comprenant la complexité de ce remerciement. Ce n'était ni un pardon inconditionnel, ni l'oubli du passé, mais la reconnaissance mature que les expériences douloureuses, si elles sont vécues en toute conscience, peuvent se transformer en source inattendue de croissance. Aujourd'hui, 3 ans après cet après-midi fatidique où j'ai découvert la trahison financière, je peux affirmer que non seulement j'ai survécu, mais j'ai rené. Nos économies se reconstituent petit à petit. Nos carrières avancent à des rythmes différents mais constants, et notre relation a trouvé un nouvel équilibre. Imparfait, ponctué de méfiance occasionnelle, mais authentique dans son imperfection. Je ne serai plus jamais la femme que tu as connue, déclarai-je récemment à Richard, alors qu'il commentait à quel point j'avais changé. La Lucie d'autrefois est morte le jour où j'ai découvert tes mensonges. Celle qui se tient devant toi maintenant est plus forte, plus vigilante et infiniment moins prête à sacrifier son identité pour une relation. J'adore cette nouvelle version de toi, répondit-il simplement, même si parfois, elle me fait un peu peur. Je souris, sans promettre que ce chemin serait plus facile ou plus confortable. La vérité, c'est que ce ne le sera jamais. La confiance, une fois brisée, ne se rétablit jamais complètement. Elle devient autre, plus prudente, plus consciente de sa propre fragilité. Mais il y a aussi une beauté dans cette nouvelle forme de confiance, bâtie non pas sur des attentes romantiques, mais sur la réalité brute de qui nous sommes lorsque les masques tombent. Voici mon histoire jusqu'à présent, non un conte. De faits au dénouement garanti, mais la chronique authentique d'une femme qui, au cœur de sa plus grande déception, a trouvé la graine de sa véritable libération. La trahison financière de Richard n'a pas seulement anéanti nos économies, elle a brisé l'illusion de sécurité que je chérissais et, dans le processus, ouvert la voie à quelque chose de bien plus précieux, l'éveil de la femme que j'étais destinée à être, mais qui sommeillait derrière des couches de dépendance émotionnelle et financière. Et si vous traversez une épreuve similaire, sachez que la douleur finit par s'estomper, mais les leçons restent. Permettez-vous de ressentir la colère, la tristesse, la déception. Elles font partie intégrante du processus. Mais ne vous attardez pas trop sur ces sentiments. Utilisez-les comme le carburant de votre transformation. La véritable revanche contre ceux qui nous blessent ne consiste pas à infliger une douleur équivalente, mais à grandir au-delà de ce que nous étions, à devenir une version de nous-mêmes qui n'aurait jamais existé sans cette blessure particulière. Je, Lucie, suis la preuve vivante que les crises, même les plus dévastatrices, recèlent en elles le potentiel de la libération. Et c'est peut-être là la plus profonde ironie de toute mon histoire.